Bienvenue sur le plateau de Parole des Lunes. Nous recevons aujourd'hui le conseiller régional écologiste et coprésident de son groupe à la région Grand Est, Loup Noir-Clair. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas toujours simple de trouver des gens de gauche par les temps qui courent dans les Vosges. Question simple pour débuter. Le NFP existe-t-il toujours? Et abondez-vous la thématique du moment, le kidnapping des dernières élections législatives. Est-ce que le NFP parle d'une seule voix? A priori non, hein, on a l'impression que c'est discordant. Et est-ce que ce côté kidnapping, vous êtes totalement en phase avec cette expression-là? Bon, le NFP, dès le début, ne parlait pas d'une seule voix. Et c'est sain, c'est normal, c'est bien. Le NFP, ce n'est pas un parti politique. C'est une alliance électorale. Pour un scrutin. Pour un scrutin et pour les députés ensuite qui siègent dans les groupes de plusieurs partis politiques de gauche, le Parti communiste, le Parti socialiste, la France insoumise, les écologistes et Place publique aussi et d'autres partis. Et donc c'est sain que quand il y a plusieurs partis qui portent dans la globalité, qui arrivent à s'entendre pour faire une coalition électorale, c'est sain que derrière, la voix ne soit pas unifiée, unique, et que l'on suive la voix d'un chef potentiel qui n'existe pas. Et donc, y compris sur le nom d'un potentiel pensionnaire de Matignon. Vous étiez accordé sur Lucie Castet. Donc le NFP a, on va dire, existé après les élections. Alors sur Lucie Castet, justement, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, on va parler de Michel Barnier longuement évidemment et de son gouvernement, mais est-ce que le fait de ne pas avoir tenté l'option Castet, c'est un grand regret pour vous, ou est-ce que c'était vraiment un combat perdu d'avance? Bon, je tiens déjà à dire qu'effectivement, le NFP, vous l'avez dit, ne parle pas toujours de la même voix, je trouve ça sain, mais en 15 jours, il a réussi à se mettre d'accord, les 4 composantes ont réussi à se mettre d'accord sur un nom. Emmanuel Macron, lui, a mis 3 mois pour trouver son Premier ministre. Donc on voit là que parfois même plusieurs composantes arrivent plus facilement à se mettre d'accord. Ensuite, sur Lucie Castet, sur la personne, c'est une personne qui est formidablement compétente, qui a été directrice financière de la ville de Paris, donc qui maîtrise absolument tous les sujets, qui a des compétences techniques fabuleuses. Et donc naturellement, elle aurait fait une bonne Première ministre. Maintenant, parfois le contexte politique fait que la bonne personne n'arrive pas au bon moment. Et ce contexte politique, c'est lequel? 3 blocs, un bloc de gauche, un bloc central, un bloc central de droite et un bloc d'extrême droite, qui composent le paysage politique de notre pays. C'est inédit sous la Ve République, et d'ailleurs la Ve République, on le voit après les blocages de cet été, n'est pas faite pour avoir 3 blocs de taille équivalente. L'un est arrivé légèrement en tête, la gauche, mais les tailles sont plutôt équivalentes. Alors, le bon sens aurait voulu que le bloc légèrement en tête se voit attribuer le Premier ministre et puis charge à lui ensuite de nommer son gouvernement. On était abouti dans une configuration où la France insoumise, qui était parfois par les observateurs jugée trop crispante, en est venue à dire qu'elle ne participerait pas au gouvernement et qu'elle le soutiendrait. Donc on enlève toutes les possibilités de crispation. Et là, même avec cette configuration-là, le président de la République a fait un choix. Il ne veut pas gouverner pour avoir une majorité avec la gauche, il ne veut pas faire un bloc composite de gauche et du centre, il préfère gouverner avec la droite et l'extrême droite, ce qu'il a fait, oui. Et donc il nomme un gouvernement aux tendances plutôt conservatrices pour essayer d'avoir au minima un soutien sans participation. Donc, c'est-à-dire que le groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale s'abstienne sur le budget plutôt que voter contre et évite ainsi de faire tomber le gouvernement. C'est ce qu'il espère de ses vœux et je trouve que c'est extrêmement dangereux vu le contexte politique. La France n'a absolument pas besoin de ça, bien sûr, et ça envoie un signal très mauvais auprès des électeurs qui avaient fait le Front républicain, on le rappelle, le grand gagnant des législatives, c'est pas la gauche, pas le centre, pas la droite, pas l'extrême droite, c'est le Front républicain. Refus, ouais. Les gens ont massivement refusé un gouvernement d'extrême droite, un Premier ministre d'extrême droite. Eh bien, on ne s'y retrouve pas du tout, ça bouscule tous les équilibres, et moi, ça me fait peur pour la suite, parce qu'on est encore dans cette étape de flou, au moins jusqu'à la fin d'année, que le budget soit étudié à l'Assemblée nationale. On va se projeter justement. D'abord, un petit mot sur les personnalités qui ont enfin été dévoilées de la composition de ce gouvernement. Comme prévu, aucune personnalité de gauche majeure n'a voulu monter dans le navire. On retrouve quand même 2 personnes de sensibilité de gauche, Agnès Pannier-Runacher, qui est sur un ministère qui vous intéresse de près, évidemment, c'est la transition écologique, et puis Didier Migaud, l'ancien premier président de la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'il y aura quand même une petite partie de la petite voix de gauche qui va s'exprimer dans ce gouvernement? Moi, je ne suis pas de celles et ceux qui commentent les noms. Enfin, ils sont largement commentés, on le voit
voit partout, ça ne sert à rien de se focaliser sur des personnes. On peut aussi difficilement anticiper ce qui va se passer. Donc attendons de voir. Moi j'attends avec impatience les propositions budgétaires qui vont succéder à la désignation, à la nomination de ce gouvernement. On va le voir, tout va se clarifier sur ce point-là dans les prochaines semaines. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les feuilles de route sont celles qui avaient été établies avant l'été. On est dans une continuité, on n'est pas dans une cohabitation, en fait. On est dans une dérive des gouvernements. Donc pour vous, c'est encore Renaissance qui a la main, clairement, pour moi et c'est le d'autres, programme. Michel Barnier a clairement dit hier ou avant-hier que ce n'était pas une cohabitation selon lui. C'est-à-dire qu'on est en fait sur une continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Avec une inflexion à droite mais quand qui, même, effectivement, on verra, voilà, on jugera aux actes. qui dérive dangereusement à droite. Et donc on le verra aux actes. Maintenant, la feuille de route a été établie depuis quelques mois. Elle sera la même et elle n'est pas très réjouissante. Alors il y a quand même des conservateurs notoires qui rentrent dans ce gouvernement. Celui qui fait le plus parler, c'est celui qui est derrière moi, Bruno Retailleau, à l'intérieur. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes inquiet, notamment, même si Gabriel Attal visiblement a eu quelques garanties par rapport à ça, sur les sujets sociétaux, hein? C'est ça qui peut peut-être inquiéter. On verra, encore une fois, on verra. Inquiet, je ne sais pas. Moi je suis inquiet plutôt sur la globalité de ce qui va se passer ensuite. Et je vous l'ai dit, on est là dans une formation de gouvernement qui envoie des gages à l'extrême droite, qui envoie des gages au Rassemblement national. Bruno Retailleau... Qui de fait a repris la main. Voilà, on fait partie de ces gages. Et donc, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est Marine Le Pen, du haut de son siège à l'Assemblée nationale et du siège de son parti, qui va influer de manière assez majeure sur la politique française dans les prochains mois, parce que c'est elle qui détient la clé ou non de la destitution du gouvernement, enfin de la censure du gouvernement. Alors justement, censure, vous appelez directement tout de suite vous ou est-ce que vous avez... Il y a deux voix qu'on entend un petit peu à gauche, laissons un petit peu de temps, laissons une chance, écoutons un petit peu, ou allons-y directement et censurons tout de suite. Moi je suis pour ni l'un ni l'autre. Je vous explique pourquoi. Je pense que la censure immédiate ne rimerait pas à grand-chose et que je ne souhaite pas laisser du temps pour voir. Parce que finalement, je vous l'ai dit, on va être dans la continuité. Donc depuis 2017, Emmanuel Macron a été élu sur un programme de rénovation de la démocratie. Finalement, il a été le président de la République, de la Ve République, qui l'a plus enterré cette démocratie. Donc on ne va pas attendre pour voir. Maintenant, il y a une question de stabilité nécessaire. On est dans une étape budgétaire. Là, on doit, pendant les 2 à 3 prochains mois, nos députés vont devoir débattre du budget 2025. Et donc, il y a une nécessaire stabilité. On ne peut pas jouer avec cette stabilité. Donc, laissons passer les quelques semaines donc, qui nous... attendons de voir. Et budget avant le 31 décembre, on le rappelle. Et positionnons-nous sur du fond. Si le budget ne nous convient pas, alors censure du gouvernement. Si le budget nous convient, mais ça ne sera pas le cas, on peut voir ce que l'on fait. Ouais. Alors, un dernier mot quand même sur le national. Est-ce que tout n'aurait pas été plus simple du côté de la coalition de gauche sans l'omnipotent Jean-Luc Mélenchon, éternelle question, qui fait sourire souvent à gauche, qui est vu maintenant souvent comme un repoussoir pour un compromis éventuel avec les modérés. Est-ce que c'est vraiment pas le caillou dans la chaussure de la gauche? Et comment faire pour s'en débarrasser, le cas échéant? Mais Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas président de la République. Le président de la République, celui qui détient les clés, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui a fait le choix de désigner une personne pour former le gouvernement. Le Premier ministre, quand il est désigné, au début, il n'a qu'un seul but, c'est former le gouvernement. On ne lui demande pas de faire. Il aurait pu désigner, il a cherché par exemple, même si le nom de Lucie Castet pouvait le crisper, il a cherché auprès de personnalités de gauche et pour autant il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où venait dans l'équation la volonté de faire de la justice sociale, la volonté de redistribuer les richesses dans ce pays, ce n'est pas une volonté d'Emmanuel Macron. Et donc là, c'est pas Mélenchon, donc là, etc. C'est programmatique certes, mais on a quand même bien senti que dès qu'il était question de LFI, vous avez bien vu les autres forces politiques, on dit pas de LFI, gouvernement, etc. Donc c'est bien quand même la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Et le programme en deuxième position, on a le sentiment en tous les cas qui était en jeu. Fin août, Jean-Luc Mélenchon, il a dit « Allez-y, nommez Lucie Castet, chiche. » Et il n'y aura pas de ministre LFI. Il n'y aura pas de ministre LFI, on le soutiendra simplement à l'Assemblée nationale. Tout était dans les mains d'Emmanuel Macron. On voit là qu'il n'était pas du tout dans une posture clivante. Je lui reconnais parfois certains excès, comme à beaucoup d'hommes politiques, parfois lui un peu plus. Mais pour autant, là, il n'était pas dans une posture clivante. La personne qui, encore une fois, je le répète, avait les clés en main, et à un moment donné, il a cherché auprès de Bernard Cazeneuve, par exemple,
exemple, de nommer une personnalité de gauche. Puis finalement, il en est revenu, parce que idéologiquement, ça ne lui convient pas. Il ne veut pas gouverner avec la gauche. C'est un problème programmatique. Il faut qu'on accélère un petit peu sur les réponses, s'il vous plaît. La destitution, qui est aujourd'hui portée par LFI, est-ce qu'il faut aller jusqu'au débat ou est-ce que c'est une cause perdue d'avance? Ça, c'est évident, ça n'ira pas au bout, mais est-ce qu'il faut quand même jouer cette carte? Pour moi, il faut débattre. Il faut débattre parce qu'il n'y a rien de mieux que le débat pour acter les désaccords, pour forcer les personnes à se positionner, pour en sortir grandi. Maintenant, si j'étais parlementaire, là, demain, au moment du débat, je ne voterai pas pour cette destitution. Je ne suis pas favorable à la destitution du président de la République. Maintenant, pour autant, je pense que c'est bien sûr extrêmement sain d'en débattre et c'est en refusant le débat que l'on fait monter absolument toutes les tensions dans ce pays. Alors les écologistes dans tout ça, la voix de Marine Tondelier s'est fait entendre lors de cette séquence. On peut dire qu'elle sort peut-être un peu vainqueur de cette séquence, notamment au moment du choix pour Matignon. Mais on a le sentiment quand même, c'est toujours LFI qui tient un peu les rênes de l'union de la gauche. Elle a parlé là, aujourd'hui ou hier, d'un gouvernement contre nature et contre la nature. On en revient un petit peu à la constitution de ce gouvernement. Il y a cette inquiétude majeure quand même que les thèmes qui vous sont chers ne seront pas portés. Mais oui, on est dans un gouvernement qui a une feuille de route qui est celle de l'austérité. Les budgets sont réduits, on en faisait déjà pas beaucoup, et on va en faire moins pour le système de santé, pour la justice, pour l'aide à nos petites entreprises, pour les politiques sociales et pour les politiques environnementales. Et tout cela est lié. Donc oui, moi je ne peux que souscrire à la prise de position de Marine Tondelier, qui est secrétaire nationale des écologistes, sur ces positions, et attendons de voir. Encore une fois, attendons de voir pourquoi est-ce qu'on va devoir censurer ce gouvernement. Mais moi je me fais absolument aucune illusion, et je pense qu'il est sain de ne se faire aucune illusion sur le sujet. Allez, on descend d'une strate géographique en tous les cas. Prochaines échéances sont les municipales en 2026, à moins qu'il y ait des législatives avant. Ça, on n'est pas à l'abri, évidemment. Est-ce que vous serez tête de liste sur la commune d'Épinal, comme ça se murmure parfois? Il est encore beaucoup trop tôt. Ça vous intéresse? Quels seraient les critères qui feraient que vous y alliez? Oui, il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Moi, je suis habitant d'Épinal. Je suis élu pour représenter les Vosges et donc Épinal à la région. Donc forcément, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Surtout que le mandat régional et le mandat local sont deux mandats qui sont intrinsèquement liés. Et il y a besoin d'un ancrage à gauche. On voit qu'on n'a pas d'élus à gauche dans Vous voyez beaucoup, oui, l'ancrage, se servir des élections pour se faire un ancrage. Moi, ça, je laisse ça au Rassemblement national. Il y a 3 mois ici, vous aviez le candidat de la circonscription du Rassemblement national qui a avoué publiquement qu'il faisait campagne aux législatives pour alimenter sa notoriété municipale. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Il faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Quand on doit s'investir, c'est un projet de vie aussi pour l'élu. C'est parce que ça conditionne beaucoup de choses. Quand on est élu, on met beaucoup de choses sur le côté, et en même temps, c'est extrêmement passionnant. Et donc, si je devais en 2025, c'est ça? Voilà, on va se laisser le temps. Moi, m'investir pour ma cité, pour ma ville, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, savoir qui est tête de liste, savoir comment est-ce qu'on va le faire, etc., c'est des choses qui vont se discuter dans les prochains mois, et je ne me fais pas de soucis là-dessus. Allez, 3 minutes pour finir. À la région d'abord, puisque vous êtes conseiller régional, on l'a dit, évidemment, coprésident de votre groupe. Vous attendiez de voir lors de notre dernier entretien en début d'année ce qu'allait donner le plan ruralité du président Franck Leroy, avec un petit peu de recul maintenant, un premier bilan. Bon, on a 4 mois de recul. Le premier bilan, c'est très simple. Le plan ruralité avait été annoncé à grands coups de renfort de communication comme un investissement de 800 millions d'euros à destination de la ruralité. À 4 mois, on en est à 1 million d'euros. Alors moi, je veux bien laisser le temps à la région. Maintenant, je pense quand même qu'on est vraiment sur de la communication. Que la région fasse des politiques publiques à destination de la ruralité, je suis prêt à le reconnaître. Elle en fait. Là, par exemple, elle vient de créer une aide à destination des maisons familiales rurales. Elle accompagne pour essayer de résorber les déserts médicaux. Elle aide les communes pour améliorer le commerce en centre-bourg. Tout ça, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas Il n'y a pas un avant et un après pour vous. C'était pas le grand soir. Il ne faut pas, pour essayer de concurrencer et de jouer sur les terres du Rassemblement national, dire demain la ruralité se portera mieux grâce à moi, promettre des centaines de millions d'euros, puis finalement ne pas le faire. La région, elle fonctionne avec un rythme très simple. L'année N-1, on vote le budget de l'année N. On va là être amené dans les prochains mois à voter le budget de l'année prochaine. Eh bien, discutons dans ce budget des ambitions de la région, des ambitions de l'exécutif. Là, par exemple, ils ont annoncé une plénière à destination, comme la plénière à destination des ruralités, une plénière pour les transports, sur le sujet des transports en février prochain. Et pourquoi attendre février prochain? Discutons-en dans le débat d'orientation budgétaire en novembre. Pour que ça soit inscrit dans le budget. Et votons ça
pour que ça soit inscrit dans le budget plutôt que de refaire de la communication. Alors, on parlait de ruralité, on va finir là-dessus. Vous proposez dans un petit mois les rencontres des ruralités écologistes. Je ne sais pas si c'est la rencontre, les assises, le nom n'est pas encore tout à fait déterminé. Donc, un week-end de réflexion sur cette thématique. Sous quelle forme, avec qui, rapidement? Présentez-nous le panorama de ce que vous proposerez. Ça sera à Épinal, à l'Espace Court. Ça sera à Épinal et l'Espace Court et dans le parc du Cours, un peu comme le Festival des Imaginales ou le salon de la rentrée des associations que l'on a vu là, cette année avec des chapiteaux. Donc l'idée, c'est d'avoir des débats sur ce qui nous préoccupe dans les Vosges, sur les problématiques que traverse la ruralité, les problématiques d'éloignement du système de santé, les problématiques de transport, les problématiques de coût de la vie, les problématiques de commerce pour les petites entreprises, ce qui se passe dans le massif aussi lié à l'eau, au tourisme qui donne des retombées positives. Mais donc avec des acteurs locaux, voilà, avec des grands témoins, comment est-ce qu'on échange? Donc en mettant toutes ces thématiques sur le devant de la scène, avec des acteurs locaux qui les traversent, qui les connaissent au quotidien, et avec des experts ou des politiques locaux, régionaux, nationaux. On attend notamment Marine Tondelier, que l'on citait tout à l'heure, Lucie Castet, dont on a parlé tout à l'heure, qui sera présente aussi à Épinal. Et puis on espère plein d'autres personnalités pour venir débattre avec les gens et aussi... Ouais, c'est ça. Pour le citoyen lambda, il est possible d'échanger. Ce seront des rencontres-débats. Bien sûr, ça sera des rencontres-débats. Il y aura une quinzaine d'ateliers, il y aura 2 plénières avec une scène, et puis n'importe qui pourra prendre le micro, échanger. Il y aura une table ronde, il y aura de la convivialité avec de bons food trucks, de la bonne nourriture aussi, des petites guinguettes, etc. Donc je vous invite. Et qu'est-ce que vous en attendez pour finir? Il y aura une synthèse, il y aura une sorte de liste de courses. L'idée, c'est d'essayer de casser un peu les codes. Vous voyez, là, on a un quart d'heure pour échanger entre nous. À la région, on discute, on débat, mais souvent, c'est des débats qui ne sont pas constructifs, qui ne sont pas... Voilà. Là, on se donne le temps au temps. C'est de donner du temps au temps, au débat, à la réflexion, analyser ses propositions, revenir dessus si elles ne sont pas bonnes, les remettre en question et aboutir sur des propositions demain pour améliorer le quotidien des gens en ruralité, mais des propositions écologistes et sociales. Lou Noirclair, le coprésident du groupe Les Écologistes à la région Grand Est, était notre invité. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Merci, ça sera 19, 20, 21 octobre. Ça sera 18, 19, 20 octobre. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien politique. Comme chaque semaine, passez une très bonne semaine, justement. À lundi prochain.